Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Gabriel Caraboula. Gabriel, bonjour. Bonjour Frédéric. Gabriel, vous êtes directeur du conseil en investissement chez Neuflize OBC. On va parler investissement, allocation. Avant cela, j'aimerais avoir votre sentiment sur l'environnement macroéconomique. Certains disent que l'inflation va se calmer, d'autres que ça va durer longtemps, qu'il va y avoir de la récession. Vous arrivez, vous, à vous faire une doctrine ? Tout à fait. L'environnement est difficilement lisible. Quand même, hein. Les prédictions varient d'un mois sur l'autre. Beaucoup de volatilité. On navigue à vue, là. Voilà. Globalement, on est négatif à court terme, plus négatif que la moyenne sur le premier semestre, plus positif que la moyenne sur le deuxième semestre. D'accord. Pour résumer. Donc, on va rester sur une période de volatilité sur le premier semestre et ça devrait aller mieux sur le deuxième. Que ce soit au niveau de l'inflation, que ce soit au niveau de la croissance. Sur l'inflation, on s'attend à un atterrissage en douceur. D'accord. On a revu à la baisse nos prévisions de hausse des taux de la Fed au niveau des États-Unis, un petit peu à la hausse du côté de l'Europe, du fait de la bonne tenue des marchés de l'emploi. Globalement, on s'attend à des mauvaises nouvelles économiques du côté des États-Unis qui vont pousser la Réserve fédérale plus du côté à des baisser États-Unis. ses taux directeurs. Tout à fait, plus du côté des États-Unis. Bon. Et c'est vrai que les États-Unis continuent à donner le pouls, la mesure sur les marchés financiers internationaux. C'est vrai, mais le rebond qu'on connaît depuis la fin octobre est très favorable à l'Europe et on a cette décorrélation des deux marchés. On pense qu'elle va continuer à se poursuivre. D'accord. Voilà. Avec un CAC qui a rebondi de 25% depuis le creux de fin octobre, quand les États-Unis sont plutôt à 15% en dollars et même plus bas en euros. D'accord. Gabriel, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur du conseil d'investissement. Votre métier, c'est de faire de la location pour aller vite, c'est ça ? Tout à fait. Bon, moi, je suis CGP. Vous me servez à quoi, moi, en tant que CGP ? Vous avez deux services d'investissement principaux en banque privée, chez Neuflize OBC en particulier. Ouais. La gestion sous mandat, où nos clients délèguent la gestion d'une partie de leur patrimoine. Le conseil en investissement, où les clients, donc un expert de la banque va proposer et le client dispose. D'accord. Vous retrouvez dans la gestion sous mandat principalement actions, obligations, gestion alternative. Du côté du conseil en investissement, toutes ces classes d'actifs, plus la diversification, produits structurés, private equity, immobilier. Ouais, toute la palette. Toute la palette, exactement. En termes d'accessibilité, il faut que j'ai ou que mon client ait un patrimoine à vous confier de quel ordre pour que vous l'acceptiez, entre guillemets, ou est-ce que vous prenez tout le monde ? Neuflize OBC est vraiment une banque d'entrepreneurs. C'est un modèle d'entrepreneur et d'entreprise. Donc, bien sûr, nos clients, s'ils ont un potentiel, une constitution de patrimoine potentiel à court, moyen terme, on regarde ça. Donc, on a une vision dynamique. Exactement. Bon, mais sur la partie... Moi, je suis plus très jeune, je suis plus très entrepreneur. Je vais vous intéresser sur quelle base ? Sur le patrimoine financier, on démarre à 2 millions d'euros. D'accord. Voilà, en termes de patrimoine confié à la banque. Ok, ça c'est très clair. Et dans le cas d'un entrepreneur... plus ou moins âgé, hein, on est entrepreneur à tout âge, nous on se dit, il y a un potentiel, il y a du dynamisme, il y a des idées, il a déjà fait ses preuves, le seuil est abaissé. Le seuil est à 2 millions dans ces cas-là, exactement. Donc 2 millions d'euros de patrimoine financier confié à la banque. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux concurrents dans votre relation avec les CGP ? Pourquoi, moi en tant que CGP, je vais travailler plutôt avec vous, au-delà du fait que vous êtes sympathique ? On a plusieurs forces. La première d'entre elles est l'architecture ouverte. Du côté, donc, notre adossement à ABN AMRO et le fait que nous allions principalement chercher des expertises en externe nous distingue déjà de beaucoup de banques privées. Vous regardez les portefeuilles financiers qui sont construits en conseil en investissement ou en gestion sous mandat, du titre vif, des expertises externes. Là, on va vraiment chercher les meilleurs spécialistes. Et je pense en particulier au private equity, où on ne fait rien in-house. On a clairement des partenariats avec le top décile, le top du marché anglo-saxon, européen, pour justement proposer ces offres à nos clients, souvent en exclusivité sur la France. Ok, c'est clair. Gabriel, pour terminer, vous faites de la location, vous devez donc choisir un peu votre tiercé des trois classes d'actifs que vous privilégiez, et puis en contrepoint, les trois classes d'actifs dont vous dites c'est pas pour nous. Sur celles qu'on privilégie, évidemment, on est dans un environnement de taux qui ont beaucoup monté. On a eu une correction historique sur les obligations l'année dernière, donc les obligations, clairement. On a des opportunités de ce côté-là, en particulier les obligations en euros.
Ensuite, hausse des taux, volatilité, produits structurés. OK. La partie produits structurés est absolument indispensable aujourd'hui dans une allocation financière. Et je terminerai, malgré la hausse des taux, avec le private equity, OK. où clairement, on aura des TRI qui seront plus bas sur la prochaine décennie que sur la décennie passée, mais on reste pour les meilleures maisons, celles qui ont accès au meilleur sourcing, sur un environnement qui sera favorable. D'accord, ça c'est une classe d'actifs à avoir en portefeuille. À l'inverse, les classes d'actifs dont vous dites c'est pas urgent de les mettre en portefeuille. Je sais que c'est une question difficile. Celle qu'on va peut-être délaisser à nos confrères. Je citerai les actions américaines, sur lesquelles on est clairement moins confiant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Tout à fait. On s'attend donc à un environnement récessif tout au long de l'année du côté des États-Unis, avant de revenir sur quelque chose de plus favorable au dernier trimestre. Brièvement, les deux autres classes d'actifs. Le dollar. Ok, ça c'est. En termes de liquidité du fait de l'inflation, c'est pas très favorable, mais en particulier le dollar et l'immobilier, où là on s'attend à une année 2024 plus compliquée, à une respiration du marché qu'on a connue depuis l'été dernier qui se poursuivent tout au long de l'année. Ok, c'est très clair. Gabriel, merci d'avoir été avec nous et merci pour vos conseils. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on est toujours dans la matinale. Je suis maintenant avec Enzo. Allô, Enzo. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Enzo, vous êtes le fondateur de Crypto Patrimoine. Bon, on l'a compris, vous intervenez dans l'univers des cryptos. On va revenir sur votre structure. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre sentiment. Les cryptos, ça fait beaucoup rêver. Des fois, c'est un cauchemar. Tous ces scandales, tout ça. Est-ce que on voit que le roi est nu quand même? Parfois, oui, ça arrive et notre vision, c'est plutôt que c'est symptomatique, fin de compte, de l'immaturité du marché. Dans le sens où, typiquement, vous prenez le cas FTX, vous avez une personne qui a la trentaine, à qui on a confié une trentaine de milliards d'euros. Alors, en plus d'être un escroc, on va dire, c'est surtout un mauvais gérant. FTX, c'est un gros problème, surtout de gestion de la trésorerie de la société. D'accord. Du fait qu'ils utilisaient de l'argent de leurs clients comme collatéral pour eux-mêmes investir dans les marchés. Donc, ce qui est aberrant et qu'on pourra normalement ne pas retrouver dans les marchés réglementés avec des... Normalement, il y a une ségrégation des comptes. C'est ça. Et il y a des réglementations comme BAL 2, BAL 3, qui imposent des ratios d'emprise. Et aujourd'hui, des plateformes d'échange telles qu'FTX ne répondent pas à ce genre de réglementation, ce qui fait qu'elles sont un petit peu livrées elles-mêmes, peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent. Il y a beaucoup moins de reporting auprès des instances réglementaires, etc. Et donc, on se retrouve avec des affaires comme FTX. Et c'est vrai, vous évoquiez la somme de 30 milliards de dollars. C'est énorme. Comme valorisation. Et c'est surtout... Ça peut faire tourner la tête. J'ai aucun autre mot, pardonnez-moi vraiment l'expression auprès de vos auditeurs, mais c'est un peu débile, dans le sens où c'est une plateforme d'échange. Ce n'est pas censé gagner des milliards. Aujourd'hui, en France, les plateformes d'échange ne sont pas cotées en bourse, n'explosent pas les compteurs en termes de résultats. Donc, quand vous voyez des plateformes d'échange qui font des résultats immenses, il faut se demander comment est-ce qu'elles génèrent ce bénéfice. Et c'est forcément avec des opérations internes ou avec l'argent des utilisateurs, l'argent des clients. Il faut se poser un peu la question d'où vient l'argent. C'est ça. Et c'est pas censé gagner autant d'argent une plateforme d'échange. Sinon, en France, on aurait beaucoup plus de plateformes d'échange. C'est clair. Parlons un peu de Crypto Patrimoine. Vous êtes fondateur de cette structure. C'est quoi? C'est une plateforme d'échange? Alors non. Non, Crypto Patrimoine, donc la société a été créée en 2019 à l'origine. Je suis conseiller en investissement financier. Je travaillais 8 ans en banque privée en France et au Luxembourg. Et en fait, de fil en aiguille, avec l'activité crypto qui s'est développée, j'avais déjà ce biais-là. Aujourd'hui, maintenant, la société a 2 grands métiers, le conseil et la gestion sur actifs numériques directement. Et on a aussi un organisme de formation qui est certifié Calliope. D'accord. Le but, c'est de proposer un parcours client qui a du sens puisqu'on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas. Et donc, grâce à l'organisme de formation, on est en capacité de former nos clients professionnels, corporate et particuliers sur la compréhension, le modèle opérationnel, les risques, la fiscalité et tous les sujets qui pourraient demander à être traités, par exemple. Quand on parle de crypto, c'est un univers qui est potentiellement très très large. Il y a les crypto-monnaies, il y a les NFT, etc. Votre terrain de jeu, c'est quoi? Vous travaillez tous les... On travaille sur... Nous, on a défini environ 6 familles d'actifs numériques. Donc, les stablecoins, les asset-backed tokens qui sont plutôt liés à des securities, les NFT, les soul-bound tokens. Donc, ce sont des nouveaux types de NFT propres à chaque personne.
Vous avez les tokens et les coins. Donc tout ça, ce sont différentes familles de tokens que nous, on définit selon des due diligence très particulières, avec par exemple une trentaine de critères. Et pour qu'un actif rentre dans notre univers d'investissement, il doit répondre à une trentaine de ces critères pour ensuite être suivi. Et selon après des comités d'investissement hebdomadaires, on va proposer les arbitrages si c'est nécessaire. Et surtout, suivre ce marché-là en fonction de critères qui vont être sur les fondateurs, sur la technologie, sur la zone géographique, etc. On a plein de critères. Enzo, vous nous disiez tout à l'heure que Crypto Patrimoine fait aussi de la formation, plutôt à destination des professionnels. Oui, alors on travaille avec des grandes banques françaises et suisses, on travaille avec beaucoup d'institutionnels, des sociétés de gestion. Le but, ça va être tout bête, mais ça va être comprendre le modèle opérationnel de la blockchain comparé au modèle opérationnel bancaire, c'est-à-dire, pour les grandes structures, c'est comment je me branche à la blockchain, comment je passe un ordre dans la blockchain, comment je valorise mes actifs, comment je les dépose en termes de custody, comment je les valorise, comment je les reporte, etc., etc. Donc c'est un modèle qui est complètement différent. On sait que les grandes sociétés sont déjà des 1000 couches d'infrastructures informatiques, de rachats, etc. Là, il faut qu'ils se rebranchent à d'autres technologies. C'est des projets qui coûtent très cher, ils veulent savoir dans quoi ils mettent les pieds. Donc généralement, on les accompagne sur le modèle opérationnel, sur la conformité, sur les risques, la fiscalité, voilà un petit peu tout ça. Ok, c'est très clair. C'est vrai qu'autour des cryptos, c'est un peu rock'n'roll, il y a beaucoup de volatilité. 2022, ça a été un peu un bain de sang. Là, on a l'impression que c'est en train de rebondir. Est-ce que c'est justement pour ceux qui s'y intéressent, moi je ne conseille pas d'y aller, mais pour ceux qui s'y intéressent, est-ce que c'est pas le moment d'y retourner ? Il y a un rebond qui est selon nous tactique. Alors effectivement, ça fait un peu de bien de voir un peu de vert dans cet écosystème puisque l'année 2022 a pas été évidente. Mais il faut voir le côté plein du verre, c'est-à-dire que quand on fait sur 3 ans, 4 ans, et c'est assez généralement, ça peut arriver assez facilement de faire du 1000%. Si vous faites moins 50, c'est pas si grave. Donc il faut essayer de voir aussi un petit peu le côté faut remettre plein en du verre, perspective. c'est ça. Nous aujourd'hui, le rebond il est plutôt tactique dans le sens où il y a aucun élément macro qui justifie une reprise des marchés et même le CAC 40 à 7000. D'accord. Moi je suis pas spécialement à l'aise pour renforcer aujourd'hui sur les niveaux actuels. Il y a l'inflation qu'on voit redémarrer un petit peu au galop en début d'année. Donc plutôt faire ce qu'on pourrait appeler une sorte de DCA, donc en fonction de ce que vous voulez investir, peut-être investir qu'un quart aujourd'hui et attendre sur les 3 prochains mois, 4 prochains mois, le renforcement et voir quel actif pourrait être intéressant de renforcer à ce moment-là. Donc on y va avec plutôt prudence. Ouais, plutôt. Ouais. C'est bien parce que vous, structurellement, vous avez vocation à vendre le concept et là, vous lui dites prudence. Effectivement. Merci Enzo. Ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important de construire des prix de revient intéressants. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt une étude fondamentale avec une durée d'investissement entre 3 et 5 ans. On ne fait pas de trading. Donc, c'est important de comprendre dans quoi on investit et d'avoir une vision qui permette d'être patrimoniale sur tout ça. C'est très clair. Enzo Allo, merci de ces conseils. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Fabrice Imbaud. Fabrice, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous êtes le directeur général de Magellim et de A+ Finance. Aujourd'hui, vous venez avec quelle casquette ? La casquette de directeur général du groupe Magellim, effectivement. Okay. Parce qu'une de vos actualités, c'est que Magellim lance un fonds de fonds à impact que vous lancez en partenariat avec Groupe SOS, c'est ça ? Tout à fait, avec le groupe SOS, donc qui est aujourd'hui le plus grand groupe d'économie sociale et solidaire en Europe. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 650 associations, le groupe SOS, c'est plus de 22 000 collaborateurs. Ça intervient dans tous les domaines. Ça intervient effectivement dans beaucoup de domaines, dans l'inclusion beaucoup, dans l'éducation, dans la réinsertion, le soin aussi, le médical, beaucoup. Il y a beaucoup. Concrètement, ils vous aident comment ? Vous faites quoi avec eux ? En fait, ce qu'on a fait depuis 1 an et demi avec eux, c'est qu'on a créé toute une méthodologie de sélection autour de l'impact, en prenant bien évidemment toute la recherche fondamentale qui a été créée et qui a été monitorée depuis maintenant plusieurs mois sur l'impact, mais également toute leur expérience pour créer donc une méthodologie, une grille qui va nous permettre de sélectionner les fonds à travers 52 critères. Donc vous voyez, c'est pas neutre, hein, c'est un travail qui est important et qui va nous permettre, je dirais un peu de séparer le bon grain de l'ivraie. Groupe SOS vous sert un peu de poisson pilote. Ils vous disent tiens, attention à ça, regarde ça, sois vigilant sur tel point.
Il y a un rôle de conseil. Il y a un vrai rôle de conseil, c'est-à-dire que l'équipe de gestion, elle, va s'occuper de tout le sourcing elle fait son travail. Du fonds. Et derrière, avec le groupe SES, au SES Consulting en l'occurrence, d'accord, on passe le fonds à l'aune de cette grille pour déterminer si on est dans du greenwashing ou pas, en gros. Ok. Effectivement, il y a un peu, chez certains, une tendance au greenwashing depuis quelque temps. C'est aussi le fait qu'il y ait eu autant C'est la rançon du succès, hein. Voilà, c'est la rançon du succès sur ces notions d'impact qui sont très importantes et qui sont au cœur aujourd'hui de beaucoup de... Fabrice Imbaud, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur général de Magellim et de A+ Finance. Moi, je connaissais, pour être franc avec vous, A+ Finance. Magellim, c'est quoi cette structure ? Le groupe Magellim, ça a été créé par Steven Perron en 2010 et aujourd'hui le groupe Magellim, c'est 3 sociétés de gestion, A+ Finance, Foncière Magellan qui est historiquement la base du groupe Magellim, et puis Turgot Asset Management, donc c'est 3 sociétés de gestion qui gèrent 3,5 milliards. Et puis à côté de ça, on a une activité également de crowdfunding avec Baltis et Proximia, donc qui sont toutes les deux des plateformes de crowdfunding à la fois immobilière et private equity. Et puis, on a une 3e verticale sur tout ce qui est recherche-innovation à travers des sociétés qui vont travailler sur, par exemple, la PropTech ou des écosystèmes spécifiques dans les régions qu'on crée en achetant des biens immobiliers, en y mettant des startups dedans, en les accompagnant, en faisant toute la programmation, et aussi le financement de ces startups. C'est clair. Fabrice Imbaud, vous êtes directeur général de ce groupe Magellim. C'est quoi votre feuille de route, à 5 ans? Ce groupe Magellim, il a vocation à peser quoi? L'idée, c'est aujourd'hui, on gère 3,5 milliards. L'idée, c'est à 3 ans, on va dire, doubler les actifs. Par croissance organique, par acquisition. Exactement. L'idée, c'est de faire à la fois, bien sûr, de la croissance organique, parce qu'on a des bases armées, que ce soit, les 3 sociétés de gestion et toute la partie crowdfunding qui ont un très très bel avenir devant eux, et aussi de continuer à consolider le marché sur les actifs non cotés. On regarde aujourd'hui différentes opportunités qui pourraient être intégrées au groupe. Ok. C'est vrai que ce marché, sur la gestion, il est en train de se consolider, donc vous faites partie des acteurs qui consolident. Exactement. Tout à fait. Bon, donc avis aux entrepreneurs qui ont envie, qui se sentent un peu seuls, qui ont envie, pas nécessairement de se faire racheter, mais rejoindre un groupe. Dans le groupe Magellim, il y a Magellan. Une dernière actualité, c'est que Magellan lance une société civile. Tout à fait. Une société civile qui correspond exactement aux enjeux qui sont les nôtres dans les 3 sociétés de gestion, c'est-à-dire d'avoir un impact sociétal très fort. C'est une société civile qui va se concentrer sur toutes les activités de renouvellement urbain, de rénovation énergétique, pour faire face aux grands enjeux sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui dans l'immobilier. Rénovation urbaine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend des locaux d'activité, des bureaux, qu'on fait du logement avec, ou l'inverse, c'est ça? Tout à fait, effectivement. C'est soit on va prendre des friches industrielles ou des friches où il n'y a rien dessus, soit effectivement on va prendre des bâtiments existants et on va totalement les rénover pour offrir une programmation différente, plus adaptée, qui va correspondre aux besoins qui sont les nôtres, qui ont beaucoup évolué, notamment depuis le Covid. Il y a eu des besoins en termes de bureaux, de logements, de tertiaires qui ont évolué. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis aussi pour faire face à tous ces enjeux sur la transition énergétique, où aujourd'hui, à travers la loi climat, le décret tertiaire, vous avez toute une somme de bâtiments qui méritent d'être rénovés pour être en adéquation avec l'offre. Il y a du travail. Juste un dernier point sur cette société civile chez Magellan qui va faire de la réhabilitation urbaine. Le scope géographique, ça va être quoi? C'est la France entière. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on travaille sur, parce que c'est toujours les exemples qui sont les plus parlants, on travaille sur une friche à côté de Lyon, où on va avoir toute une programmation autour de l'hôtellerie, d'une maison médicale, d'une résidence senior non médicalisée, de bureaux. Et d'ailleurs, les bureaux vont accueillir des entreprises de l'ESS parce que c'est un projet qui est aussi porté à la fois par un grand institutionnel français, mais également par une association. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire des programmations comme ça. On a un autre projet qui est très intéressant, différent, mais très intéressant, à Nantes, au cœur de Nantes, la création d'une cité musicale. Vous cherchez sur l'ensemble du territoire. Exactement. C'est très clair. Merci Fabrice Imbaud. On vous souhaite succès dans vos projets. À très bientôt. Merci Frédéric.